Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour une édition spéciale avec des membres de l'appel au rassemblement pacifique. 4 invités en plateau. Tout d'abord, à ma droite, Viviane Roll-Romana, qui est psychologue. Ensuite, Tony Albina, lui, est enseignant. Et de l'autre côté du plateau, Nicole Laurie Delfoli, qui est enseignante. Et puis David Daumé, qui, lui, est cadre territorial. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau puisque nous parlerons d'une manifestation qui aura lieu le samedi 8 janvier 2022, donc de cette année bien sûr, à 10h sur l'esplanade du Memorial Act. Nous parlerons on va dire d'une mobilisation ou du moins de personnes qui ont envie de se faire entendre, qui ont envie aussi d'avoir droit au chapitre sur ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe dans le cadre de l'obligation vaccinale, du pass sanitaire, on va dire aussi pass vaccinal. Enfin, nous y verrons un petit peu plus clair ce soir avec vous. Et nous aurons une émission vérité. Vous avez accepté que des Guadeloupéens puissent appeler pour vous interroger, pour vous poser des questions qui les intéressent. Donc, je vous demanderai d'être bref et de poser des questions précises dans la deuxième demi-heure de cette émission. Alors, tout d'abord, qui a eu l'idée de créer ce groupement, je dirais, de personnes qui ont eu envie de faire entendre leur voix, ce rassemblement pacifique? Qui a eu l'idée? Alors, je vais essayer de répondre. Donc, je me présente, je suis David Daumé, l'un des initiateurs de cet appel. Je dirais que ça n'a pas commencé, on n'a pas commencé à mobiliser hier sur ces sujets-là. Ce sont des sujets difficiles, délicats. Puisque le 18 décembre déjà, un certain nombre de membres de la société civile avaient lancé une pétition en ligne pour déjà, à l'époque, le 18 décembre, donc c'est il y a 3 semaines, déjà à l'époque dénoncer les exactions dont étaient victimes certains personnels soignants du CHU. Intimidation, menaces de mort, dégradation de leur véhicule, etc. Et on avait lancé une pétition le 18 décembre pour déjà dire qu'on condamnait ces actes intolérables. Et on était une trentaine de membres à être les premiers signataires de cette pétition. Et cette pétition, à ce jour, a recueilli quand même 7500 signataires. Donc pour un petit pays, entre guillemets, comme la Guadeloupe, recueillir 7500 signataires qui sont exclusivement des signataires de Guadeloupe, c'est quand même pas rien. Ça signifie quand même qu'il y a, entre guillemets, une certaine majorité silencieuse en Guadeloupe qui, jusqu'à présent, ne s'était pas exprimée, mais qui regarde avec inquiétude, avec consternation, des fois, qui condamne fermement certaines méthodes utilisées, même si nous ne sommes pas contre, bien entendu, le droit de grève et certaines revendications qui peuvent être justes. Ce que nous condamnons, ce sont surtout les méthodes et puis des fois une certaine liberté prise avec une certaine éthique qui doit quand même éclairer les organisations syndicales. Donc cette pétition, on l'avait lancée le 18 décembre, on a recueilli 7500 signatures. Ensuite, il y a eu quand même l'envahissement de l'hémicycle du Conseil régional, qui symboliquement est un acte fort, puisque c'est quand même là où se joue la démocratie locale. Il y a une atteinte symbolique à cette démocratie locale. On a refait derrière un communiqué pour condamner ces actes qu'on juge inqualifiables. Et là, maintenant, on monte d'un cran supplémentaire avec mardi 4 janvier, c'était avant-hier, l'agression dont ont été victimes le directeur du CHU, son adjoint et je crois aussi des assistantes du directeur à qui on a dégradé les véhicules. Donc là, on s'est dit vraiment trop, c'est trop. On s'est réunis encore à nouveau, les mêmes premiers signataires. On était une quarantaine. On a discuté entre nous, on s'est dit on ne peut pas rester sans agir. Il faut qu'on montre aussi qu'il existe une autre opinion publique guadeloupéenne, d'autres membres de la société guadeloupéenne qui ne peuvent pas accepter et suivre comme ça sans réagir les exactions qui sont commises. Donc c'est comme ça qu'est partie l'idée de lancer cet appel
On était une trentaine, on s'est réunis entre nous et on a décidé de lancer cet appel. Et cet appel qui est maintenant en ligne sur Internet, qu'on peut signer pour encourager à la mobilisation samedi matin, il faut quand même savoir que cet appel a été signé aujourd'hui par 105 premiers signataires. Et qu'actuellement, là je regardais tout à l'heure sur Internet, il y a déjà 1500 Guadeloupéens qui ont signé l'appel. Donc en très peu de temps, en moins de 24 heures. Donc c'est quand même qu'il y a véritablement, ça fait sens dans l'opinion publique cet appel. Et parmi les 105 premiers signataires, pour terminer là et passer la parole à mes autres amis, ce serait de dire que parmi les 105 signataires, c'est vraiment toutes les franges de la société guadeloupéenne qui est représentée, à la fois en termes de catégorie sociale, etc., d'origine. Donc ça représente, entre guillemets, ces premiers signataires représentent en eux-mêmes la diversité de la société guadeloupéenne. Alors ce sont tous ceux qui sont restés, on va dire, silencieux, par rapport à cette mobilisation sociale. Aujourd'hui, est-ce que les gens n'ont pas plutôt envie de rester plutôt cachés, de ne pas trop se montrer par rapport à ce qui se passe en Guadeloupe? C'est l'une des modalités de fonctionnement de l'espace public. Il faudra qu'on en rende compte. Mais je voulais revenir sur ce que disait David et faire remarquer un élément qui est d'une extrême gravité. On a commencé par détruire les véhicules. On a empêché aux soignants de soigner. On s'en est pris ensuite aux bâtiments. Et ce qui s'est passé hier, on s'en est pris aux hommes. Donc il y a une gradation de la violence qu'il faut absolument mettre en lumière et de dire attention, là on est en train de franchir un cap supplémentaire puisqu'on est passé d'objet à la vie des hommes. Il faudrait quand même rappeler les faits. Et les faits sont les suivants. Le directeur de l'hôpital a reçu un coup. Et il a été sonné pendant quelques secondes. Son adjoint a reçu de l'urine. Donc je pense que là, on est dans une histoire à la fois de condamnation morale très ferme. Je rappelle que la morale prescrit de ne pas nuire à autrui. Et là, on n'est pas simplement dans la nuisance à autrui. On est sur la tête à l'intégrité physique et morale des individus. Il faudrait bien qu'on nous explique au nom de quoi un mouvement social peut justifier et légitimer de telles exactions. Donc il faut bien qu'à un certain moment, des personnes dites silencieuses, mais en réalité, je crois que la condamnation et l'indignation sont aussi fortes dans la population. Et pour des raisons qu'on va sans doute expliquer, il faudrait rendre compte du silence de ces personnes-là. Alors, est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par lâcheté? Qu'est-ce qui pèse sur le débat public au point d'empêcher aux uns et aux autres, publiquement, d'assumer une position, fût-elle à contre-courant ou fût-elle différente de la masse? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les débats d'idées? Et c'est vrai, bon, aujourd'hui on parle de ces faits de violence, mais est-ce que depuis tantôt on n'a pas assisté effectivement à une population qui ne se manifestait pas, qui était là? Et voilà, donc est-ce que c'est aujourd'hui qu'on assiste à ce genre de choses? Est-ce qu'on pouvait peut-être pas prévoir ce qui allait arriver? Je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Je laisse réagir d'abord les amis. Oui, alors moi ce que j'ai constaté, c'est vrai, par exemple, je suis enseignante, donc je suis dans un milieu d'enseignants. On a effectivement des groupes WhatsApp. Et c'est vrai que très peu de collègues, lorsque je poste des informations sur ce qui se passe et tous les événements qu'il y a eu, je vois qu'il y a très très peu de réactions. Donc effectivement, je m'interroge, comme vous venez de le dire, sur le fait que est-ce de la peur? Est-ce peut-être ne pas se distinguer dans ce groupe d'enseignants? Ou ne pas se sentir concerné? Ne pas se sentir concerné, je pense que personne ne peut l'être. Je pense que l'hôpital, c'est vraiment un sanctuaire, hein, c'est vraiment un lieu sacré, comme l'école. Honnêtement, est-ce qu'il y a encore des sanctuaires, comme on l'entend? Ah, je pense que oui. En tout cas, on y tient, parce que l'hôpital, on est tous un jour touchés par soit nous-mêmes ou soit des parents, des amis qui, un jour ou l'autre, doivent y aller, malheureusement. Donc, je remarque effectivement une retenue sur ces problématiques qui m'interrogent effectivement. Je suis
Je me demande si je ne suis pas une spécificité, parce que je me dis, il y a un moment où il faut qu'on réagisse, quoi. Et là, c'est bien pour ça que je suis là ce soir et que, effectivement, j'ai tout de suite adhéré, parce que ça m'inquiète. Cette banalisation des choses m'inquiète. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se lever pour dire que c'est plus possible. Voilà. Juste une remarque, vous savez, porter atteinte à l'intégrité d'un hôpital, c'est pas rien. Il y a une convention internationale, la Convention de Genève, qui prévoit que même en cas de guerre, en principe, on n'a pas à porter atteinte à un hôpital. Donc voilà, est-ce que la Guadeloupe va se désengager du droit international? Et voilà, c'est une vraie question. Mais je laisse la parole à mes collègues. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que je suis là en tant que Guadeloupéenne. Et j'ai décidé de ne plus me taire. On parle des autres, mais je parlerai de moi. Je suis assez active sur les réseaux sociaux. Et pendant quelques temps, je me suis retirée des réseaux sociaux. Parce que je n'avais envie, dans une période aussi anxiogène. Ça fait 2 ans qu'on supporte un virus. 2 ans où ceux qui travaillent, nous sommes au front. Nous devons lutter contre ce virus. Moi, je n'avais pas envie de me prendre des insultes, des menaces, etc. Et donc, je me suis fait discrète. Et je me suis entendue dire à une amie, pour ne pas la citer, Marie-Josée Ali, je lui ai dit, tu sais, Marie-Jo, moi c'est bon, je ne parle plus. Vous vous rendez compte, à mon âge, que j'arrive à dire que je me tais? Mais je ne me tairai plus. Et ce qui vraiment a été déterminant pour moi de ne plus me taire, de sortir là de ce silence de quelques mois, c'est qu'il y a eu un passage à l'acte. Pour moi, on parle de violence, il y a tous eu des réactions concernant la violence. Bien sûr, c'est de la violence, mais c'est plus que ça. Cet homme aurait pu mourir. On a attenté à sa vie. Pour moi, je dis qu'il a risqué sa vie parce qu'il exerçait sa fonction. Et là, je me suis dit, c'est insupportable, c'est intolérable. Et je suis psychologue. Quand il y a un passage à l'acte, je ne minimise aucun passage à l'acte. Hier, c'était des menaces. Ensuite, ça a été de la destruction de matériel. Aujourd'hui, ça a été des coups sur la tête, etc. Jet d'urine en plein. Il a eu un jet d'urine en plein visage. Mais que sera demain? Un coup de fusil? Il peut être poignardé, mais qui le sera d'autre? Donc moi, en tant que Guadeloupéenne, je dis stop. Stop, parce que c'est insupportable. Dans un climat déjà anxiogène, où nous luttons contre un virus, que nous n'arrivons pas à appréhender ce qui va se passer. Il semblerait qu'une pandémie, c'est parfois 4 ans, voire plus. Vous imaginez le nombre d'années qu'on doit encore tenir? Peut-être qu'il y aura encore d'autres variants, et nous devons encore subir cette violence sociale, cette violence contre des individus. Je dis que non. Et là, moi, je ne me tairai plus. Alors justement, vous avez parlé des réseaux sociaux, mais on a vu depuis quelques années tout ce qui circulait sur les uns et les autres au niveau des réseaux sociaux. Et vous dites, effectivement, vous ne comprenez pas le silence des Guadeloupéens. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, on transfère tout ce qui est négatif concernant les individus, et souvent gratuitement. Souvent, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la vérité. Mais les gens sont vilipendés sur les réseaux sociaux. Alors, lorsqu'on voit tout cela, est-ce que on ne comprend pas ceux qui n'ont pas envie de s'afficher pour ne peut-être pas se retrouver sur les réseaux sociaux et être mis à mal? Oui, mais le problème est antérieur aux réseaux sociaux. La question de l'intimidation, des menaces, de la manière dont on va échanger entre nous et de ce qu'on va se dire. Et c'est bien antérieur. Les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène. Et je pense que pour comprendre ça, il faut quand même recourir à un certain nombre de concepts sur le fonctionnement d'une société. Parce qu'il faut bien distinguer l'espace public et se poser la question de savoir ce que c'est que l'espace public. L'espace public, c'est le lieu où des individus acceptent d'échanger à condition de considérer que ce lieu d'échange, c'est un lieu d'échange d'arguments. Où ce que je dis en permanence dans l'espace qui est privé, qui est l'espace de l'intimité,
ou ce que je dis dans l'espace du commun, qui est l'espace des traditions, ce n'est pas exactement la même chose que je dis dans l'espace public. C'est un lieu de rationalisation des opinions où on accepte d'échanger des arguments. Pourquoi? Pour peser sur les pouvoirs et pour orienter le devenir d'une société. Or, sur cet espace public en Guadeloupe, je crois que pèse un certain nombre de problèmes. Et le premier, c'est une confusion qu'il y a entre ce dont je parle et qui nécessite qu'on y débatte et la personne qui tient le discours. Il y a un fonctionnement particulier qu'on peut observer et que les réseaux sociaux ont mis en lumière, c'est le fait que dans les espaces publics, celui qui parle est saturé de représentations négatives. On va s'en prendre à sa personne. On va voir d'abord qui il est. Est-ce qu'il est un bon Guadeloupéen? On n'a jamais autant délivré des certificats de bonne Guadeloupéanité que ces derniers temps. On est bon Guadeloupéen ou on est mauvais Guadeloupéen. Et on a entendu ça en permanence à propos du directeur de l'hôpital. Il ne serait pas un bon Guadeloupéen parce qu'il appliquerait la loi française en Guadeloupe. Donc je pense que cette affaire-là, qui ne date pas d'aujourd'hui, doit nous préoccuper. Et nous devons faire en sorte que les échanges que nous avons entre nous soient d'abord basés avant tout sur les arguments que nous pouvons échanger. Vous animez une émission qui s'appelle Édition spéciale. Je vous regarde de temps en temps le mardi soir. On voit bien. Alors, on peut dire que les gens se connaissent entre eux. Mais on voit bien qu'on arrive, vos invités arrivent à échanger entre eux. Donc, il faudrait pouvoir admettre que des personnes qui soient pour les vaccins viennent le dire et s'expliquent. Des personnes qui soient pour que les soignants se fassent vacciner viennent le dire et argumentent leur position, à côté d'autres qui opposeraient des arguments contraires, sans que cela appelle de la part des uns et des autres toutes sortes de représentations sur ce qu'on est censé représenter. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas... Alors, je voudrais terminer sur ce point. Oui, non, mais juste une petite question pour vous permettre aussi de poursuivre. Vous dites oui, mais il faut argumenter que ceux qui sont pour viennent le dire, que ceux qui sont contre aussi. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire ça, puisque on a vu que quand on était pour, on avait les contre soi. Quand on était contre, on avait les pour. Donc, ça a créé une espèce de tension et on s'est retrouvé dans cette situation. Il n'est jamais trop tard pour la démocratie. La démocratie a été constituée sur l'idée que la parole, c'est un espace de socialisation et de civilisation des communautés humaines. Et que nous avons uniquement la parole pour faire sens. Et que quand des menaces pèsent sur la parole, ça veut dire que ça pèse sur la vie des gens et ça veut dire que ça pèse sur la démocratie. Donc il est temps que nous réhabilitions une parole qui soit une parole d'autorité, une parole argumentative et une parole respectueuse des positions des uns et des autres. Et sur ce point, alors je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je voudrais revenir. Nous argumentons en ce sens. Mais à côté, il y a une contre-argumentation. Et en particulier celle qui est tenue par Gaby Clavier que je voudrais examiner. Donc je laisse parler les camarades et je reviendrai après sur ce point parce que ce que dit Gaby Clavier est d'une importance capitale. Et je voudrais bien qu'on l'entende, qu'on le déploie, qu'on l'analyse pour tenter de comprendre ce qui se joue de fondamentalement mais vous important. Pouvez continuer. Alors, je continue, si vous voulez. Alors, vont réagir. Qu'est-ce qui se dit de la part du collectif? Alors, ce n'est pas pour identifier, ce n'est pas pour focaliser sur Gaby Clavier, mais il est l'un des protagonistes à tenir un discours qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Et ce discours consiste à poser deux piliers. Le premier, c'est de dire « là, il pandit sec ». Et le deuxième, « là, au chouillé, fait pas au paiement ». Vous remarquerez en passant que ce discours-là joue beaucoup avec les images de la mort. C'est inquiétant quand même. Alors peut-être parce que nous avons été une société qui a longtemps séjourné dans le voisinage de la mort, cet élément-là revient en permanence. Je rappelle qu'il y a plein de tués sur les routes de Guadeloupe. Je rappelle que les violences conjugales font des dégâts dans nos sociétés. Je rappelle que les enfants sont humiliés dans l'éducation, ce qui est aussi une forme de mort symbolique de la part des gamins. Donc il y a quelque chose dans nos sociétés qui va faire apparaître comme une espèce de nécrocratie, c'est-à-dire un gouvernement par la mort qu'on peut donner ou par la mort qu'on suppose que l'autre peut être victime à tout moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument extraire de nos sociétés. Alors, je reviens à ces deux expressions. L'aipanisek. On remarquera que l'expression signifie une logique du pourrissement, une logique de l'assèchement, qui apporte d'ailleurs au monde végétal, à la nature. Tout se passe comme si ce que je dis
pour argumenter ma position ou pour légitimer mon point de vue était directement inscrite dans les mécanismes de fonctionnement de la nature. Et ça fait sens pour les Guadeloupéens. Et ce n'est pas un hasard si ça a été repris. Deuxièmement, l'Aukatchouye fait par open mort, qui est une logique de la réciprocité, et on sait très bien que les logiques de réciprocité gouvernent les sociétés. Sauf qu'en l'occurrence, il faut montrer en quoi M. Cotellon tue des personnes. Il y a là un usage d'une représentation sociale et culturelle des Guadeloupéens au service de la violence qu'il faut absolument mettre en lumière et démonter. Il faut dire à ceux qui tiennent ce discours-là, qui entendent légitimer, et évidemment, à un certain moment, quand les communautés proposent des paroles de sagesse, c'est qu'à un certain moment, ça a servi. Puisque ça thématise et ça enregistre une forme de sagesse ou d'outils pour affronter la vie qui font sens pour des communautés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces représentations culturelles très profondes sur lesquelles les Guadeloupéens peuvent construire une position sont mis dans le débat public pour légitimer une forme de violence qu'on ne peut pas accepter. Il faut dire à ceux qui portent ce discours-là, M. Gérard Cotellon, dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas tué. Et que ce n'est ni un meurtre, ni symbolique, ni réel. Et que appliquer la loi ne peut pas être un geste que l'on attribue à un meurtrier. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi l'État est vu comme pourvoyeur principal de la violence, parce que c'est ça l'idée, à la violence d'État qui tue les Guadeloupéens, il faut opposer une autre violence qui est la nôtre et qui se fait au nom de la justice. Ces positions-là sont très profondes. Et je pense que les Guadeloupéens, notre projet, notre but de ce soir, c'est d'expliquer d'où ça sort, d'où ça vient, pour que chacun, dans son coin, se dise, mais qu'est-ce qui se joue là de fondamental? Et qui tapisse l'intérieur de notre tête pour que nous acceptions d'introduire des éléments de rationalité et d'argumentation dans les conceptions culturelles, peut-être avantageuses à un certain moment, que la langue créole en plus sert avec génie. Mais justement, qu'est-ce qui se joue exactement aujourd'hui? Alors, on part d'une vaccination, donc pro, anti, et on arrive à des situations d'extrême, et on va dire quelquefois d'extrême violence. Je ne parle pas forcément des syndicats, je parle de la violence ambiante, violence verbale aussi. Alors, est-ce que ce problème de vaccination n'est pas l'arbre qui cache la forêt ici en Guadeloupe? Parce que c'est impensable de se dire qu'on est pour une vaccination ou contre et qu'on arrive à s'affronter quelquefois violemment. Vous pouvez réagir, chacun. Là, je pense que la mobilisation peut-être rentre actuellement dans une phase beaucoup plus radicale. Parce que parallèlement, il me semble que la mobilisation menée par ces organisations syndicales s'essouffle. Parce que aussi, ces organisations syndicales se rendent compte qu'elles sont dans une forme d'impasse. Parce que quelque part, elles demandent l'abrogation de la loi, finalement. La loi qui a introduit l'obligation vaccinale. Et là, déjà, je voudrais préciser les choses par rapport aux spectateurs qui nous écoutent. Attention, la loi a instauré une obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Il ne s'agit pas d'une loi qui impose l'obligation vaccinale à tous. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, je pense que ça, les gens l'ont bien intégré oui, quand même. Mais pas toujours. Il y en a qui disent non, nous ne sommes pas pour l'obligation vaccinale, qui croient qu'on veut leur imposer l'obligation vaccinale. Pas du tout. L'obligation vaccinale ne s'impose à ce jour qu'aux professionnels de santé. Or, est-il pertinent d'un point de vue sanitaire, par rapport au consensus médical mondial qui se dégage sur la nécessité ou la pertinence de la vaccination, est-il juste ou pas, est-il pertinent ou pas que des députés à l'Assemblée nationale, les parlementaires, votent une loi sur l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, sachant que
ce n'est pas la première fois que les professionnels de santé sont soumis à l'obligation, enfin sont tenus de se faire vacciner. Ça fait, je veux dire, il me semble, il y a déjà une trentaine, une quarantaine d'années, tout personnel de santé, tout professionnel de santé qui rentre dans le métier, on lui demande de faire un certain nombre de vaccins. Je pense au vaccin contre la typhoïde ou encore, plus récemment, le vaccin contre l'hépatite B. Pourquoi aujourd'hui, donc, face à ce nouveau vaccin, certes, on pouvait être inquiet il y a encore un an parce que c'était encore un vaccin, entre guillemets, plus ou moins expérimental, mais aujourd'hui, on a plus d'un an de recul depuis qu'on a instauré la vaccination de masse au niveau mondial. Il y a 7 milliards d'individus qui se sont fait vacciner. Jusqu'à maintenant, les rapports médicaux, scientifiques montrent que les effets secondaires sont vraiment minimes par rapport aux gains obtenus. Donc la question se pose, est-ce pertinent aujourd'hui de s'opposer à l'obligation vaccinale des professionnels de santé? Après, nous sommes profondément respectueux du droit de grève qui est garanti par la Constitution et nous sommes respectueux des libertés publiques et des libertés individuelles. Mais comme nous le disons, la liberté va toujours avec la responsabilité. Donc, un professionnel de santé qui, en son âme et conscience, en ayant tous les éléments objectifs en main, pour se dire, voilà, est-ce que je risque ma vie en allant me faire vacciner? Moi, je pense que non. Et je pense que là, chaque professionnel de santé aujourd'hui en Guadeloupe qui ne s'est pas encore fait vacciner, peut-être, doit encore réfléchir. Alors justement, David Dahomey, oui. Justement, alors est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse, parce que ceux qui sont pour la vaccination ont des arguments, ceux qui sont contre... Mais il ne s'agit pas d'une opinion publique, la question de la vaccination. Oui, on parle ici d'argumentaires d'ordre médicaux et scientifiques. Oui, donc c'est pas je suis pour, je suis contre, c'est je suis pour à partir de la lecture de toute une littérature scientifique médicale. Mais là nous sommes et nous ne sommes pas des experts de santé non plus. Voilà, donc là nous sommes en train de discuter de choses et est-ce que c'est pas aussi le nœud du problème, puisque certains convaincus disent oui, mais tout est là, pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas vacciner? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas interroger les personnes? Il y a des peurs, il y a des gens qui ont des comorbidités, qui disent moi j'ai peur de le faire. Je suis profondément humaniste et sincèrement j'essaye de faire un effort de décentration, c'est-à-dire de me mettre à la place de celles et ceux qui jusqu'à maintenant, parmi les personnels de santé, refusent la vaccination. Et je comprends le désarroi social dans lequel ils se trouvent, puisque en n'allant pas se faire vacciner, ils sont suspendus. Qui dit suspension dit perte de salaire. Certains ont des familles, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des drames sociaux qui se jouent là. Nous en sommes conscients. Mais j'en appelle vraiment à une prise de conscience, à une introspection de chacun, pour se dire mais pourquoi je suis opposé à l'obligation vaccinale, alors que autrefois, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, je me suis fait vacciner avec un certain nombre de vaccins. Pourquoi aujourd'hui je suis contre, alors plus d'un an après, 7 milliards d'individus se sont fait vacciner avec ces vaccins. Donc je pense que c'est bon. Alors après, je sais qu'il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place. Je pense que chacun doit faire son introspection et se demander est-ce que vraiment je risque la mort en allant me faire vacciner? Alors il y en a qui vous répondraient tout de suite oui. Et je pense que le problème, il n'est pas aussi simple que ça. Il nous faut dire les choses. Il y a des médecins, des gens qui ont fait les mêmes études que les médecins qui disent oui à la vaccination, qui disent non. Mais donc, ils sont une infime minorité. La population lambda qui entend, elle, qui n'est pas scientifique, mais elle se dit, mais comment je dois faire? Et ça crée une certaine allez peur. Voir son médecin de famille, allez voir son médecin traitant et lui demander conseil. Lorsque le médecin de famille est contre. En principe, alors je laisse les donc le problème est plus complexe que cela. Hein. On essaie d'être rationnel et de dire oui, il y a des études scientifiques, mais je crois que si la population guadeloupéenne, en grande majorité, est réticente à la vaccination, c'est parce qu'il y a quelque part où il y a un vrai problème. Le nœud, il est là. Et il faut arriver peut-être à le dénouer, mais est-ce en disant oui, mais prenez les données. Il y a des gens qui ne pourront pas prendre de données et comprendre les données. Écoutez les scientifiques, écoutez les... Alors, vous vouliez parler.
Juste pour revenir aux réseaux sociaux, je pense que les réseaux sociaux et on va dire entre guillemets les fake news sont aussi alimentent aussi ce climat. Pas plus tard qu'hier, je reçois après une vaccination, soi-disant qu'un individu est tombé raide mort dans sa voiture après sa 3e dose. Je veux dire que quelques minutes après, on a eu encore le démenti nous disant qu'il y avait une dame. Ouais, c'était une dame, mais je veux dire. Voilà, absolument. Mais je veux dire que tous ces réseaux sociaux, toute cette ambiance, effectivement, met le doute chez certaines personnes qui pourraient jusque-là, effectivement, ne pas avoir confiance en ce vaccin. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des phénomènes extra-médicaux, on va dire. Alors, c'est évident que c'est pas un problème qui est simple. Parce qu'on est face à une pandémie. Moi, j'ai jamais cru, à mon âge, que j'aurais vécu une pandémie. Je savais même pas ce que c'était. Donc, soyons... et elle est dure. Elle est extrêmement dure. Donc, il est évident que la première des choses a été quand même, partout dans le monde, et là où c'était possible, de faire de la pédagogie et d'expliquer. Peut-être que certainement, c'est pas peut-être, cette pédagogie n'a pas été suffisamment faite dans les départements français d'outre-mer. Et donc, il y a en effet des médecins qui, en particulier lors de, voyant la catastrophe du mois d'août, se sont réunis dans une c'est même pas, ils n'ont même pas créé une association, mais un collectif de médecins qui est Covid Urgence Outre-mer, qui rassemble à la fois des praticiens, des praticiens libéraux, des praticiens hospitaliers, mais aussi des chercheurs, tous originaires d'outre-mer, et qui se sont dit, ils ne sont ni liés à l'ARS, ni à l'État, ni en tout cas à aucune structure gouvernementale, et ils vont faire leur boulot qui est de sensibiliser, de faire de la pédagogie, parce qu'ils ont été touchés en tant que médecins, mais aussi en tant que Guadeloupéens, en tant que Martiniquais, etc. Et ils ont commencé ce travail-là. Ils font des webinaires à, je ne sais plus à combien ils en sont, et ils essaient effectivement d'apporter ce que la science sait aujourd'hui. De la vaccination, bien évidemment du virus et de ce qu'il faudrait faire. Mais c'est compliqué. C'est compliqué en effet parce qu'il y a eu de la désinformation, une désinformation qui est beaucoup plus facile. On se contente aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux et de s'en emparer. Moi, je suis toujours très impressionnée, par exemple, de voir dans mon entourage des gens qui se saisissent d'informations sur les réseaux sociaux alors qu'ils ont à portée de main des médecins. Ils ne posent pas la question. Ils ne savent pas ce que c'est l'ARN messager, mais la définition donnée sur un réseau social, ils s'en approprient. Donc, il me semble effectivement que cette phase-là elle est en cours. Il y a des médecins qui sont actifs, qui seront au plus près du terrain et qui vont sensibiliser. Et vraiment, je sais que Canal 10 a participé effectivement à cette sensibilisation puisqu'il y a eu un certain nombre d'émissions justement pour permettre à la population de comprendre qu'il y a un rôle évident des médias aujourd'hui sur cette question. Non, mais les médias aussi sont mis à mal. Hein. Les journalistes sont mis à mal. Évidemment. Donc tout le monde est mis à mal. Tout le monde est mis à mal, mais je pense que c'est chacun effectivement, tout en étant en difficulté, qui doit permettre effectivement ce travail-là. Mais néanmoins, je vous dirais que malgré tout ce travail et la bonne volonté, il y a certains réticents qu'on pourra convaincre, mais il y en a d'autres pas du tout. Quels sont les réticents qu'on pourra convaincre ? Ce sont ceux, effectivement, qui sont totalement submergés par une peur irraisonnée, irraisonnable, qui est en fait de l'anxiété. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être accompagnés sur cette question-là. Et donc, s'ils sont accompagnés, on peut effectivement, raisonnablement, les amener vers la vaccination, en particulier, par exemple, des personnes qui ont des comorbidités et qui sont en danger de ne pas se vacciner. Ça prend du temps, c'est du cas par cas, c'est de l'accompagnement par les équipes soignantes et on peut y arriver. Et donc, vraiment, je pense que ce travail-là, il faut cibler ces personnes. Les médecins traitants sont importants. Et donc, c'est possible. Mais il y en a d'autres, c'est de l'idéologie. C'est une conviction profonde qu'on ne va pas, sur laquelle ils ne vont pas céder. Mais malgré tout, peu importe, on est effectivement dans un pays où chacun est libre
de ses convictions. Ceux qui ne vont pas bouger sur leurs convictions, elles leur appartiennent. Et il n'y a pas, à mon avis, ce n'est plus, on est beaucoup trop avancé dans l'épidémie aujourd'hui pour se dire qu'on va les convaincre. Mais néanmoins, il y a une majorité de personnes qui aujourd'hui ont besoin de disposer, revenons à notre situation, au-delà des divergences, il y a un hôpital qui fonctionne mal, qui est empêché de fonctionner parce qu'il y a une minorité qui est en contradiction, qui ne veut pas, qui n'admet pas la loi d'août de 2021, qui quand même, et ça je crois que David le disait, il y a une obligation vis-à-vis des soignants. Moi, vous savez, je suis psychologue, je suis profondément choquée. Je me souviens, dans la période effectivement où on était confinés, avoir été en présence d'une femme enceinte, et je ne le savais pas, j'avais été un cas contact. Mais moi, j'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quasiment. Donc, il faut être sérieux quand on est soignant. On a la responsabilité de soigner et non pas de rendre malade. Et donc, moi, je crois que c'est une prise de conscience, de responsabilité, et que chacun doit la prendre. Mais néanmoins, malgré tout, malgré les décisions prises, les gens ne sont pas abandonnés. Alors, nous avons un appel de téléspectateurs, mais là aussi où j'aimerais vous entendre, c'est sur la question où les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus. Alors là aussi, il y a eu une grosse cacophonie là-dessus. Donc, vous avez parlé de pédagogie tout à l'heure. Les gens ont l'impression que toute la vérité n'a pas été dite et qu'ils ont été menés en bateau. Et là aussi, c'est peut-être un autre nœud qu'il va falloir dénouer. Nous avons un premier téléspectateur en ligne. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, alors Muriel, je t'appelle de Mornalo et j'écoute attentivement le débat. Moi, j'interviens ce soir pour... je fais partie des personnes qui sont non vaccinées, les parias de la société apparemment, selon les termes du président de la République. Moi, je tiens juste à apporter une précision. Vous savez, quand quelqu'un prend une décision qui est différente d'un groupe, elle a la particularité d'être considérée comme mauvaise. Ça va dans les deux sens. Moi, ce qui a motivé mon choix, ce ne sont pas du tout les réseaux sociaux. Mais vraiment pas du tout. Je vais vous dire une chose. Lorsque Mme Denux et le secrétaire Bouchard faisaient des points hebdomadaires, au moment où est apparu ce vaccin, enfin, je ne sais même pas si on peut l'appeler vaccin, puisqu'apparemment il n'est pas encore passé à la phase vaccin, il y a une chose qui, moi, m'a choquée. Vous savez, quand moi, j'entends souvent dire oui, mais vous vous êtes fait vacciner, ils n'ont pas cherché à ça, etc. Effectivement, quand on était petit, on s'est fait vacciner, on a pris toute la batterie de vaccins qu'il fallait. Mais tous ces vaccins, encore une fois, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas prétendre avoir eu la rougeole. Je ne peux pas prétendre avoir eu la rubéole, la polio, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, ce vaccin-là, il ne vous empêche pas de contracter la maladie, il ne vous empêche pas de la diffuser, du moins. Ben, moi, ça me dérange personnellement. Même si on me dit, oui, mais ça t'empêche de faire une forme grave. Oui, mais quand on parle de statistiques, j'ai combien de chances de faire une forme grave? Je peux mourir de bien d'autres choses qu'un Covid. Je peux mourir en sortant de ma maison parce qu'une voiture est passée dessus. Est-ce que vous comprenez à peu près là où je veux en venir? Donc, quand certaines personnes prennent le temps d'analyser les avantages, les tenants et les aboutissants de ces choses, eh bien, on est obligé de s'interroger, de se dire, mais attends, mais je vais prendre ça pourquoi? Je peux l'attraper, je peux le transmettre, mais c'est quoi? Non, donc à un moment donné, on se dit, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors, pour savoir, moi, j'essaie d'écouter d'autres personnes. J'entends par exemple des personnes comme le professeur Toubiana, le professeur Zervec, ou encore Blaché, qui vont vous dire, oui, une vaccination, oui, mais pour les personnes qui en ont le plus besoin. On sait qu'aujourd'hui, les personnes
personnes qui ont été le plus affectées, le plus touchées en Guadeloupe, c'était des personnes qui avaient entre 60 et 90 ans. D'accord? Les personnes les plus n'avaient pas autant la maladie n'a pas eu autant d'impact sur eux, sauf certains cas où les personnes effectivement souffraient de comorbidité et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec Omicron? La population la plus touchée, ça va être les jeunes enfants. Avec quoi pour conséquence des symptômes grippaux, puisqu'autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui l'ont, des symptômes grippaux qui sont relativement supportables par rapport au Delta, qui effectivement était un phénomène beaucoup plus important que celui qu'on vit actuellement. Si bien qu'en Afrique du Sud, ils vous disent que ça y est, c'est passé, on est rentré. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher au moment où on passe sur une phase moins virulente, à tout prix vouloir dire il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner, ça fonctionne. Depuis quand quelqu'un va prendre quelque chose qui n'a pas d'effet? Juste, oui, mais tu risques de faire une forme grave. Mais combien font des formes graves? En plus, quand à la télé, on parle de personnes... Oui, je finis dessus. Merci. Quand on vous parle de personnes qui sont hospitalisées, on vous dit souvent des non-vaccinés. Mais c'est quoi un non-vacciné? C'est quelqu'un qui a une dose? C'est quelqu'un qui a 2 doses? Ou c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de dose? Parce que c'est ça aussi la vérité. Aujourd'hui, quand on n'a pas fait son schéma vaccinal complet, on est considéré comme non vacciné. Et ça, pour moi, c'est une super chose. Et je finis sur ça et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, madame. Merci. Non, alors, moi, je voudrais juste dire qu'effectivement, que nous ne sommes pas médecins sur ce plateau et que nous ne pouvons pas répondre à ces questions et que ce n'est pas notre objectif. Nous sommes là en tant que Guadeloupéens, concernés par une situation de violence sociale extrême. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis et que nous souhaitons nous rassembler samedi à 10h pour effectivement réagir en fait, à cette impossibilité justement de s'exprimer, mais surtout à une violence qui n'est plus tolérable. Et donc, je crois que là, le débat n'est pas le nôtre. La position de madame doit être entendue, effectivement. Et vraiment, j'invite, il y a de la pédagogie possible. Il y a un site qui s'appelle Covid Urgence Outre-mer, où ce sont des spécialistes originaires de nos départements d'outre-mer qui peuvent non seulement déjà vous apporter un certain nombre de réponses et faire des émissions où, justement, il sera possible de répondre à madame. Mais pour l'instant, à cette dame qui a parlé et aux autres peut-être qui voudront parler, j'aimerais qu'on puisse réagir à ce qui s'est passé mardi soir. Le directeur de l'hôpital s'est fait tabasser. Ça fait déjà un certain temps que le personnel soignant également est menacé. Parce que ce qui a été dit, et je rebondis sur ce que Tony disait, tout simplement, ils étaient venus chercher leur argent. Pour reprendre ce qu'a dit monsieur Clavier, ils étaient venus chercher leur argent. Dans le tract qui est diffusé actuellement, le directeur de cet hôpital, il est présenté comme étant un bourreau. Qu'est-ce qu'on fait d'un bourreau? On l'exécute. Si nous ne nous réunissons pas samedi, c'est que nous les autorisons à exécuter le bourreau. Et peut-être bien d'autres bourreaux. C'est de ça dont il s'agit. Donc, madame peut ne pas être d'accord avec nous, ou les gens qui seront là, peut-être samedi, ne seront pas tous vaccinés, certainement vu le nombre de vaccinés. Mais au moins, nous pouvons dire que, quelles que soient nos convictions, il est hors de question aujourd'hui que l'hôpital ne puisse pas fonctionner. Qu'un patient qui arrive à l'hôpital, il doit pouvoir être nourri, il doit pouvoir être soigné, et que le directeur, il a l'obligation de faire en sorte que cet hôpital fonctionne et que, justement, les patients aient les meilleurs soins possibles. C'est pour ça que nous serons là samedi. Nous récupérons juste avant, nous récupérons un autre appel et je reviendrai avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'écoute l'émission par rapport à la problématique sur les vaccins, c'est bien ça, hein? C'est bien par rapport aux vaccins, c'est ça. Alors, c'est surtout sur les actes de violence qui ont été
perpétrés à l'encontre des soignants et des administratifs de notre CHU. D'accord. Alors, c'est vrai que bon, j'ai eu le vaccin, j'ai eu le virus, j'ai jamais été vacciné, et je l'ai eu 3 fois. J'ai eu 3 fois, j'ai 50 ans, et j'ai eu le virus 3 fois. Et je pense que je me ferai vacciner. Je pense qu'après 3 fois, je pense que j'ai eu le... Vous avez eu 3 doses. Vous avez eu 3 doses, c'est ce que vous essayez de dire. J'ai eu le virus 3 fois. Oui, donc je dis que vous avez eu 3 doses, c'est ça. Parce que vous dites que je ne pense pas que je le ferai. Voilà, donc Et donc je disais que par rapport à la violence, c'est vrai que c'est malheureux d'en venir à cela, mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle le cause à effet. Je pense que n'importe qui d'entre nous, là, quelqu'un qui a fait des études, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études pour être soignant, je pense que c'est des personnes qui aiment ce métier d'abord. Et je pense que quand on coupe du jour au lendemain, on dit à cette personne, voilà, puisque vous ne vous faites pas vacciner, vous n'allez pas avoir de salaire. Je pense que ça, c'est une forme de violence très grave, et je pense qu'on devrait tout d'abord penser à cela. Il y a des enfants qui ne mangent pas, des personnes qui ont des traites de voiture, des traites de maison. Je pense que la première violence, c'est ça. C'est vrai que je ne dis pas que c'est bien de la violence contre les soignants, contre les directeurs. Moi, je pense que le directeur du CHU, avant, je pense qu'il devrait se poser cette question, même s'il y a des ordres. Je sais qu'il y a des ordres d'en haut, voilà, il faut obéir à telle ou telle loi, je suis d'accord. Mais je pense que des fois, même si on a des ordres d'en haut, on peut aussi se positionner et penser, bien sûr, qu'il y a des mères de famille qui ont, comme je disais, qui ont des enfants à nourrir. Je pense que ça, c'est une forme de violence, je pense. Et surtout, qu'on vous dit qu'on vous coupe comme ça un salaire et vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. On ne vous dit même pas. On vous coupe la moitié du salaire, vous aurez 1 000 € au lieu de 2 000, mais on vous coupe le tout. Donc, imaginez que si c'est moi, si c'est mon cas, on me coupe tout, mais en fin de compte, je fais tout pour mes enfants. Je vais voler, je ne sais pas, moi, je vais braquer, je ferai n'importe quoi parce qu'on me dit du jour au lendemain, je ne peux pas nourrir mes enfants. Et surtout, on ne me donne aucun moyen, justement, de donner à manger à mes enfants. Donc, je fais comme Mme Moisy. Merci, monsieur. Alors, les invités auront à réagir là-dessus. Monsieur. Oui, alors, il est sûr que cet argument-là est un argument très fort. D'accord ? Mais je pense qu'il faut aussi avoir le courage d'assumer des positions. Vraiment. Alors, c'est un argument très fort parce que, évidemment, ce qui est en cause, c'est la vie des personnes. En plus, on était dans une période de fin d'année, on a parlé des cadeaux. Bon, les gens se sont trouvés privés du jour au lendemain de leur salaire. Évidemment, ça doit être entendu. Mais comment faut-il le traiter ? Est-ce que c'est une violence d'État, comme ça a été dit, avec une exclusion des individus en question, du rapport social où ils sont insérés et où ça leur permet de vivre. Moi, sur cette question-là, moi je suis assez clair. C'est de dire que oui, sur cette question-là, je soutiens la politique d'État. Parce qu'il est légitime qu'on demande aux soignants de se faire vacciner. Deuxièmement, il faudrait faire remarquer en même temps qu'un accompagnement a été proposé à ces personnes. D'accord ? Puisque on vous fait un accompagnement en termes d'une cellule. D'abord, non, un accompagnement en termes de cellule d'écoute, et puis on vient de voir que l'organisme qui est présidé par Nestar, où il y a un accompagnement qui est proposé aussi pour la reconversion professionnelle. Et deuxièmement, je rappelle que c'est une suspension, ce n'est pas un licenciement. D'accord ? Et donc je pense qu'il faut bien faire la différence entre des gens qui ont réellement peur et qui ont accepté malgré tout de se faire vacciner. Et ça, on ne le dit pas assez, et je voudrais le souligner. Nous avions, à une certaine époque, des personnes en Guadeloupe, des soignants qui n'étaient pas vaccinés. Aujourd'hui, à l'hôpital, on a à peu près 95%. Ces gens-là, on n'en parle pas. Or, il faudrait leur dire merci et bravo. Ils n'étaient pas forcément pour la vaccination au départ, et ils ont compris, et ils se sont laissés vacciner. Donc, il n'y a que 5% qui ne sont pas vaccinés maintenant. Et ces 5%, ça représente très peu de personnes, à peu près 150 personnes. Je parle de l'hôpital, hein, d'accord ? Il y a une proposition qui leur est faite, d'accord ? Si ces personnes-là n'acceptent pas la proposition en question, il faudrait pouvoir leur dire, mais vous avez choisi, assumez votre choix. On fait comme si un État guadeloupéen
un jour, si on a une Guadeloupe indépendante un jour, on n'aurait pas des décisions impopulaires à prendre et à faire respecter. Regardez ce qui se passe dans la Caraïbe. Je dirais la Caraïbe et la Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, où la vaccination était possible. Le plus autonome de la République française et qui a voté la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population calédonienne. Regardez ce qui se passe. Est-ce qu'on va dire que les Calédoniens sont des gens sans conscience, ils sont inconscients? Non. Donc il faut interroger ça. Mais là où je rebondirais par rapport à ce que dit Tony et ce qu'a dit Viviane, elle a parlé d'idéologie. Que certaines personnes sont tellement récalcitrantes qu'on ne pourra pas les convaincre de se faire vacciner parce qu'elles sont habitées par une forme d'idéologie. Et moi, je serais presque tenté de dire, parmi ceux qui sont vraiment dans l'idéologie et pas dans la rationalité, imaginons une fiction. Voilà, une fiction où le président de la République française et les parlementaires votent la vaccination de masse pour tous les Français, mais excluent les Antilles ou les Outre-mer de l'accès à la vaccination. C'est même aujourd'hui qui sont vraiment vent debout contre notamment la vaccination obligatoire, seraient peut-être certains d'entre eux pour vent debout pour imposer que la vaccination soit faite ici. Donc je dis à ceux qui sont peut-être, à ceux des professionnels de santé qui quelque part sont influencés par certains leaders des organisations qui n'ont pas les mêmes enjeux sociaux humains qu'eux. Parce que certains qui mènent actuellement la mobilisation n'ont pas de souci de se retrouver demain suspendus ou sans salaire. Donc, à chacun de faire son introspection, de réfléchir en son âme et conscience et de se demander est-ce que si je vais me faire vacciner, je suis en danger de mort ou pas? Est-ce que je peux risquer ou pas d'aller me faire vacciner ou refuser d'aller me faire vacciner au point de mettre en difficulté ma famille, mes enfants, etc. Là, je pense que c'est chacun qui doit faire son introspection, parce que je ne crois pas qu'on ira vers l'abrogation de la loi, malheureusement. Allons encore plus au fond et abordons une objection massive en disant, en réalité, ce qu'on voit là, et c'est ce que disent d'abord d'ailleurs le collectif des syndicats, c'est la preuve qu'on a affaire à un État colonial, parce qu'un État guadeloupéen qui prendrait en compte les intérêts des Guadeloupéens n'aurait pas proposé une telle loi, parce qu'on a peu de personnes vaccinées, et la loi est censée signer certains rapports de force à un moment donné dans nos sociétés. Donc ça prouve encore une fois que cet État-là veut la mort des Guadeloupéens et que ce n'est pas normal. Très bien. Imagine qu'on accepte cet argument-là. Qu'est-ce qu'il faudrait y opposer à cet argument-là? Et bien, ce qu'on disait il y a un instant, c'est de regarder autour de soi ce qui se passe dans la Caraïbe. Parce qu'en réalité, c'est les pays autour de nous, ils n'ont pas les moyens d'assurer, comme nous, une couverture sanitaire et vaccinale complète. Donc, ils se débrouillent. D'accord? Donc, je pense que ce qui se joue au fond, là, je crois, c'est la question que nous avons à l'égard de l'État. Et sur ça, M. Cotillon a fait une remarque qui est très pertinente et très juste en disant attention, il faut plus d'État dans ce pays-là. Et je pense que, et là on est peut-être piégé, peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais il me semble qu'il faut qu'on sorte d'une tradition de pensée qui est portée encore par bon nombre d'intellectuels de ce pays-là, qui consiste à dire tout ce que fait l'État à l'égard des Guadeloupéens ne fait que manifester le caractère colonial de l'État. Et qu'on n'en sort pas. Et qu'au nom de la persistance de la tradition coloniale de l'État, on accepte tout ce que le mouvement syndical peut faire pour ne pas gêner la lutte. Je rappelle que la proposition de base et de fond de Domota, c'est que la lutte, c'est la vie et qu'on n'a rien sans lutte et qu'il faut lutter en permanence. Cet imaginaire l'an passé, il faudrait aussi le déconstruire et proposer autre chose. La coopération, c'est aussi une voie. L'entente, la discussion, le dissensus organisé est aussi une voie. Donc il y a des voies à traiter qui me semblent beaucoup plus importantes. Mais l'idée, c'est qu'il nous faut sortir d'une conception, parce que pour une raison qui est très simple, aujourd'hui, ce n'est pas tant l'État colonial qui est le problème, mais qui est le déferlement du néolibéralisme sur toute la planète. Et qui a même recyclé le colonialisme d'une certaine manière. Donc il y a des combats à mener de justice contre les inégalités sociales. On est d'accord? Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on s'autorise à ne pas faire appel à la force publique et à la puissance publique pour mettre de l'ordre au prétexte qu'on a affaire à un État colonial. Or, il faudrait bien un jour, quand la vie des gens se trouve menacée, quand des institutions se trouvent menacées, les plus faibles n'auront quoi pour les protéger. Sinon,
la puissance publique. Donc il y a là une réforme de pensée à avoir, je pense, pour ne pas être en permanence focalisé sur un État qui serait exclusivement colonial et ne pas considérer qu'à un certain moment, puisque tout évolue, et que la question de la convocation de la puissance publique pour établir un certain ordre juste peut être posée et débattue. Merci. Nous aurons l'occasion certainement de revenir sur un plateau, je dirais, plus long, une émission plus longue pour discuter de tout cela, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, un rappel de l'heure, du jour, pour ce grand rassemblement. On appelle l'ensemble de la population guadeloupéenne à venir manifester pacifiquement, donc samedi matin. Vacciné ou pas? Ah oui, bien sûr, c'est pas là le sujet, vacciné ou pas, à venir avec le masque. Voilà, j'allais le dire, venir se rassembler samedi matin à 10h au Memorial Act. Il n'y aura pas de manifestation par rapport à la situation sanitaire, donc ce sera entre guillemets un sitting avec des prises de parole. Ça veut dire pas de marche, pas de... Ça veut dire surtout que l'esplanade du MACT est suffisamment grande et aérée pour permettre le respect de la jauge sanitaire. Et bien sûr, le port du masque sera obligatoire. Voilà, puisqu'on ne veut pas prendre de risques. Et voilà, on demande à chacun qui viendra au MACT de venir avec le masque. Donc, quels seront les intervenants? Ce sera libre. La parole sera libre. On voulait y insister, mais énormément. Indépendamment de la conception des autres sur le vaccin, on demande à l'ensemble des Guadeloupéens de venir très, très, très nombreux pour manifester amplement et fortement leur désapprobation et leur indignation à l'égard de ce qui s'est passé avant-hier soir au CHU. Voilà, il s'agit d'un retour de la rationalité des débats dans l'espace public. Il faut refonder l'espace public en Guadeloupe et nous allons modestement tâcher d'y contribuer. Et moi, je manifeste, je serai là parce que je ne veux pas me soumettre à la terreur. Oui. Voilà, je tiens à le dire. C'est Georges Clézan d'ailleurs qui avait fait un très beau texte sur On cela. est dans une démocratie et personne ne doit parler à notre place. Il y a une loi qui oblige les professionnels de santé à être vaccinés pour soigner les autres, qu'elle soit appliquée. Et il est temps qu'on ne se soumette pas justement à la terreur. Et on doit en finir avec ce climat de terreur. Un dernier mot avec vous. Que également les jeunes, je pense que c'est important également que les jeunes soient mobilisés sur ce rassemblement et que cette majorité silencieuse qui s'est trop longtemps tue puisse enfin s'exprimer. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Nous suivrons de près, bien sûr, cette manifestation. Nous aurons l'occasion d'y revenir peut-être en termes de bilan. En tout cas, excellente soirée à tous et nous nous retrouvons demain pour une autre émission.